à tous, de l'air et surtout de l'art aujourd'hui dans La Voix est libre, mais je vous rassure, rien d'académique, on ne va surtout pas parler d'art officiel. L'invité de cette émission aujourd'hui pilote l'une des écoles d'enseignement artistique parmi les plus réputées de France, l'école Émile Cole, qui a poussé à Lyon il y a presque 30 ans. Emmanuel Perrier, bonjour. Oui, bonjour. Alors, première question idiote, mais je me devais de la poser, ça ne sera pas la dernière, je vous rassure. Émile Cole, c'était qui ? Alors, Émile Cole, en fait, son nom est en fait Monsieur Émile Courtet. Figurez-vous qu'il a inventé le dessin animé. Ah oui. Donc c'était en 1908. Si vous voulez, c'est un monsieur qui était un dessinateur, caricaturiste notamment. Et puis, vers l'âge de... Il avait à peu près 50 ans, quand il a eu l'idée de récupérer en fait, le système mis au point par les Frères Lumière pour... ceux qui donc ont inventé le cinéma, oui. Eh bien, ma foi, il a eu l'idée de récupérer la caméra, il l'a disposée, on va dire, verticalement, et il a dessiné sous la caméra, et il a créé ainsi le premier, on dit qu'il a inventé le dessin animé. Dans le grand public, il n'est pas forcément très connu. Il n'a pas forcément la place qui lui reviendrait. Non, il a eu un dessin un peu tragique. C'est un monsieur qui finalement, puisqu'il a été en fait attiré aux États-Unis, et là-bas, ils ont su exploiter et en tout cas utiliser ses inventions. Eux ont industrialisé le dessin animé, si vous voulez, dans les années 30. Et Disney a appris le dessin animé. C'est Émile Cole qui lui a appris à animer. Ça, on ne le sait pas trop. Mais on est très fiers, en tout cas, de porter ce nom qui symbolise bien ce que l'on fait, ce que l'on apprend à l'école Émile Cole. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'école Émile Cole, aujourd'hui, c'est avant tout, quand même, une école de dessin, ou est-ce que c'est beaucoup plus compliqué que ça ? C'est d'abord une école de dessin. Ah, quand même. Oui, quand même. C'est quand même une école où on vient effectivement apprendre à dessiner. Alors, apprendre à dessiner, il s'agit de dessin artistique, oui. Vous l'avez dit en introduction. Mais donc, on apprend à nos étudiants, en fait, dans un premier temps, je dirais, à observer. C'est très important. En fait, on dit qu'on forme l'œil, on éduque l'œil. Donc l'étudiant qui vient chez nous apprend à représenter des formes, des paysages, des personnes évidemment et des personnages. Mais il apprend avant tout à regarder. Et il apprend avant tout à regarder où se trouve une lumière, une ombre sur un objet, sur un plâtre, sur un fruit, etc. Donc il apprend à observer. Et ensuite, il utilisera cette observation dans un second temps pour créer. Alors à midi, c'est la mécanique de La Voix est libre. Après le flash info, Olivier Michel va nous rejoindre pour le désormais célèbre Face à Face. Olivier, vous êtes en régie et j'imagine bien que le journaliste que vous êtes se pose des milliers de questions sur les métiers de l'illustration. Alors on va parler talent et débouché. Alors pas du talent débouché, on parle bien de l'art et pas du lard. Bon, j'arrête avec mes mauvais jeux de mots. On va parler vraiment des secteurs économiques, des professions auxquelles sont destinés les étudiants qui sont à Émile Cole. Et puis une question qui m'intéresse aussi, la pédagogie qui est appliquée dans cette école. Comment révèle-t-on les talents, voire les génies ? Donc Olivier, rendez-vous dans la deuxième partie de La Voix est libre. Emmanuel Perrier, on peut se dire, quelle est la différence entre l'école Émile Cole et les Beaux-Arts, par exemple ? Bon. Alors, très bonne question, effectivement, puisque c'est un petit peu... Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que l'école Émile Cole a été créée par monsieur Philippe Rivière, qui était professeur aux Beaux-Arts de Lyon. Il était professeur dans plusieurs écoles de Beaux-Arts. C'est un sécessionniste des Beaux-Arts. Absolument. Et il a voulu aux Beaux-Arts, donc c'était dans les années 75-80, il voulait faire l'école Émile Cole, en fait, aux Beaux-Arts. Sauf qu'il y avait effectivement les objectifs de l'école des Beaux-Arts n'étaient plus ceux-là. Et il a dû, en fait, effectivement, se résoudre à créer sa propre école pour développer sa pédagogie. C'est-à-dire que vous voulez dire qu'à l'époque, aux Beaux-Arts, on se préoccupait moins de former l'œil et d'apprendre aux gens à dessiner vraiment. Tout à fait. Et ce qu'il faut rajouter, c'est que donc on a dit qu'on formait effectivement des dessinateurs, mais il faut aussi dire que ces dessinateurs, plus tard, deviennent auteurs de bande dessinée, illustrateurs, vont travailler dans le dessin animé, dans le jeu vidéo. Donc ce seront des fabricants d'images pour les médias. Bon. Et des images surtout qui ont du sens, des images qui vont raconter des histoires.
Et ça, effectivement, ce n'est pas tout à fait le but des Beaux-Arts, qui, eux, on va dire, cherchent avant tout à former des gens qui vont ensuite exposer leurs œuvres dans des galeries. Alors que nos étudiants, quand sortent de l'école Émile Cole, leurs images, vous les diffuserez sur vos écrans. Les gens vont les retrouver sur leur téléphone, sur leur tablette. Ils vont évidemment les retrouver dans leur librairie, dans leur bibliothèque. Voilà. Ce sont des artistes, mais qui sont capables d'appliquer leur art dans toutes sortes de domaines. Dans toutes sortes de domaines qui sont effectivement très variés. Alors, vous venez justement de parler de la BD, en partie grâce à l'école Émile Cole, mais quand même pas seulement. Lyon est en train de devenir une terre d'élection de la bande dessinée, du moins c'est l'idée qu'on s'en fait, avec depuis 2006 par exemple un festival, Lyon BD Festival, et puis un vrai vivier d'auteurs et de dessinateurs, dont celui qui va nous rejoindre maintenant, le dessinateur-scénariste Lax, qui est créateur entre autres du Chouka, qui est un personnage de série noire, un privé tout à fait atypique. Christian Lax, bonjour. Bonjour. Alors, je crois que Emmanuel Perrier, vous connaissez quand même un peu tous les deux. Eh bien, oui. En fait, Christian Lacroix, en fait, a enseigné à l'école Émile Cole entre peut-être 1983 ou 4, et pendant une vingtaine d'années. Voilà, pendant une vingtaine d'années, Christian enseignait la bande dessinée aux étudiants de l'école, brillamment d'ailleurs. Et ensuite, eh bien, Christian a choisi d'autres voies. Ça vous a plu, cette expérience de pédagogue? Ça m'a plu et ça m'a beaucoup apporté. Je ne sais plus quel est l'illustre personnage qui a dit que enseigner, c'était apprendre 2 fois, et c'est vrai. Le fait d'avoir à décortiquer le travail des étudiants, d'avoir à expliquer, d'avoir à analyser le travail des autres, fait qu'on est obligé on s'habitue à cette analyse et ça rejaillit sur notre propre travail. En somme, son oui. propre savoir. Alors tous les deux, qu'est-ce que vous pensez de cette formule Lyon, nouvelle capitale de la BD? C'est une réalité? C'est juste encore un fantasme, un rêve? Oh non, 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 je pense que modestement, je vais dire que l'école Émile Cole y est pour beaucoup. Parce qu'effectivement, quand l'école s'est créée, donc en 1984, elle a avant tout été identifiée comme une école de BD. Et partout, tout le monde en parlait en disant une nouvelle école de BD, etc., s'est créée à Lyon, etc. Et c'est vrai que, depuis, l'école s'est énormément diversifiée. On est sur aussi plein d'autres domaines que la bande dessinée. Mais là-dessus, ce sont, effectivement, on a formé un bon nombre d'étudiants qui, ensuite, derrière, ont essayé effectivement de développer leur créativité en bande dessinée, entre autres. Et donc il y a un vivier aujourd'hui. J'en croise d'ailleurs de plus en plus dans les festivals, dans les salons de bande dessinée. Il y a énormément de jeunes issus d'Émile Cole. Donc il y a une école lyonnaise au sens école de peinture. Tout à fait, oui. Et c'est vrai que à l'origine de ça, il y a Émile Cole, parce qu'il y a ceux qui ont persévéré dans ce métier et qui ont réussi à force d'acharnement à y faire leur trou. Et puis il y a les autres qui, en attendant que ça marche, restent à Lyon, travaillent ensemble en atelier, ce qui fait que Lyon devient effectivement une espèce de creuset où ça bouillonne autour de la bande dessinée. Absolument. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir ces étudiants justement qui se regroupent, c'est très important. Et je ne sais plus, je dois avoir en tête 5, 6, 7 ateliers de regroupement de ces étudiants. C'est-à-dire qu'en sortant de l'école, ils ne restent pas seuls. Le principe de collectif. Absolument. Et donc, vous avez de nombreux collectifs sur la place. Et c'est vrai que du coup, ça crée une dynamique. Une émulation. Il y a un socle solide, un terreau. Et effectivement, ça rejaillit inévitablement partout en France, c'est sûr. Oui, c'est une façon pour eux, effectivement, de prolonger la cohabitation de l'école pendant quelques temps. Exactement. C'est toujours une rupture. Moi, je me souviens, quand j'ai arrêté les Beaux-Arts, au bout de 5 ans, c'est la même longueur d'études que Émile Cole. Ça fait un drôle d'effet de se retrouver tout seul et au pied du mur, pour le coup. Oui. Donc, voilà. Christian Lax, aujourd'hui, la BD, c'est être auteur de BD, dessinateur, évidemment, scénariste aussi. Ça fait rêver, on comprend bien. Des tas de gamins, de jeunes gens sont absolument fascinés par ça. Dans ce pas plus difficile encore aujourd'hui de vivre de ça? C'est devenu difficile parce que on est dans une période où il y a une production énorme, un nombre de titres considérable, et l'économie de la bande dessinée devient pratiquement celle de la littérature. Et je crois qu'il y a un peu plus de 5000 nouveautés par an, alors que quand j'ai démarré, moi, après les Beaux-Arts dans les années 80, il y avait 200 ou 300 nouveautés par an.
Donc la visibilité est beaucoup plus difficile pour un jeune auteur. Et il y a aussi un autre paramètre qui est important, c'est que sur tous ces titres, tout ne peut pas se vendre, ou en tout cas ne peut pas se vendre bien. Et du coup, les éditeurs ont de plus en plus de mal à payer correctement. Il y a une sorte de paupérisation, il faut bien le dire. Il ne faut pas brosser un tableau trop idyllique de la situation. Il y a une paupérisation de ce métier. Aujourd'hui, il va être plus difficile, je pense, pour un jeune homme ou une jeune fille de vivre de la bande dessinée. Il va falloir qu'ils fassent preuve d'éclectisme dans leur travail, qu'ils aillent faire d'autres métiers, d'autres travaux d'illustration à droite à gauche. Donc, alors que pour les gens de ma génération, c'était possible de ne faire que de la bande dessinée. C'était difficile, mais... Possible. Ça mais ils le savent, ils le savent, les étudiants. Oui. Quand ils viennent à l'école pour s'inscrire, ils disent voilà, on voudrait faire cette école, donc ils amènent un dossier de dessin, etc. Quand on leur pose la question, vous voulez faire quoi plus tard, ils sont encore très nombreux à vouloir dire moi je veux faire de la BD. Bon, et inévitable, je leur pose tout le temps la question. Je leur dis bon, vous savez que c'est pas facile d'en vivre. Oui, on le sait. Et je dirais 100% des jeunes qui viennent s'inscrire pour ça savent que derrière ce sera difficile. Et on leur dit, du coup, attention, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, faites de la bande dessinée, c'est bien, mais faites aussi, s'il faut faire un peu de dessin animé, faites de l'illustration, et finalement, soyez patient. Votre jour viendra. Et effectivement, il faut être persévérant, il faut être patient, parce que le temps de trouver l'éditeur, le temps de publier une fois, tu disais effectivement qu'il y a beaucoup de titres qui sont publiés une fois, à la rigueur. Je ne veux pas dire que c'est facile, mais pourquoi pas. Mais il faut publier la deuxième. C'est-à-dire qu'il faut que ça faut que ça permette derrière d'arriver sur un deuxième album, un troisième, et ainsi de suite, et d'en vivre. Christian Lac, j'imagine que vous rencontrez toujours des jeunes auteurs aujourd'hui, ou des jeunes gens encore à l'école ou sortant de l'école. Qu'est-ce que vous leur dites ? C'est quoi les écueils à éviter ? Qu'est-ce qu'il faut... Je leur dis, alors ce que je leur disais déjà quand je faisais le prof à Émile Cole, je leur disais de sauter sur toutes les propositions de travail qui se présentent. Parce que même si ça ne leur paraît pas enthousiasmant, c'est formateur. Moi, quand je suis sorti des Beaux-Arts, je voulais faire de la bande dessinée aussi. Je voulais absolument ça, c'était mon rêve. Mais pendant pas mal d'années, j'ai fait des travaux de publicité qui m'enchantaient pas plus que ça, mais qui me permettaient de vivre. Et puis, en même temps, je prenais parfois des boulots en me disant comment je vais faire pour réaliser ça, pour en venir à bout. Mais en s'obligeant à se mettre soi-même au pied du mur, ma foi, on est obligé de trouver des solutions. Et c'est comme ça qu'on progresse. Je trouve que c'est un apprentissage. Donc je leur dis, voilà, ne faites pas la fine bouche. Vous avez envie de faire de la bande dessinée ou de l'illustration, de livres pour enfants ou autre, ok. Mais prenez ce qui se présente. Il le faut, c'est incontournable. Alors, moi je me posais la question, est-ce qu'un succès, des succès énormes, type, il nous vient tous les mêmes noms à l'esprit, pour les profanes que je représente, on pense à Astérix, on pense évidemment à Tintin, on pense à Lucky Luke. Est-ce qu'un type de succès comme ça, aujourd'hui, c'est encore possible ? On pourrait donner Titeuf comme exemple. Oui. Titeuf, c'est effectivement un personnage aujourd'hui, chez les très jeunes, je pense que chez tout le monde, je pense aujourd'hui, et reconnaît le personnage. Donc oui, bien sûr. Mais est-ce que la BD reste aussi transgénérationnelle, j'ai envie de dire, qu'elle a pu l'être il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années ? Oui et non. Je pense qu'il y a maintenant différents publics dans la bande dessinée. Il y a clairement des albums dont le propos est adulte, qui ne s'adressent pas forcément aux enfants. Elle est segmentée, pour prendre un terme marketing, c'est horrible. Mais cela dit, les gens qui aiment la bande dessinée sont aussi restés de grands enfants. Ceux qui en font sont restés de grands enfants. Je pense que quelque part, j'en suis un. Et ceux qui aiment la lire sont aussi... il y a une part d'enfance qui revient là-dedans. Et en ce qui concerne le dessin animé, est-ce qu'on peut, par exemple, est-ce que vous avez envisagé, Christian, à un moment de passer de la bande dessinée à l'animation de vos personnages ? Non, je ne l'ai pas fait parce que la bande dessinée suffisait à mon bonheur et je trouvais là un terrain d'expression qui m'allait très bien. Je suis plutôt d'une nature solitaire, j'aime bien travailler seul, voire avec un scénariste, mais pas plus. Et travailler en équipe me semble une chose difficile parce que on ne maîtrise pas l'entièreté du résultat et il y a sûrement une part un peu de frustration. Voilà, c'est peut-être aussi par égoïsme, j'en sais rien, je ne sais pas, mais je n'ai pas à me justifier de ça non plus. Mais la bande dessinée me suffit amplement. Alors, le temps passe vite. Votre dernier bouquin, donc là, je le disais, vient de sortir chez Futuropolis. Ça s'appelle Échappée belle. C'est le monde du vélo qui vous fascine.
Pendant un certain temps, en tout cas. Alors, ceci, c'est une intégrale de tout ce que j'ai fait autour du vélo. J'ai fait 4 albums autour du vélo. Et aujourd'hui, je tourne la page, je passe à autre chose. Mais j'ai eu envie, et Futuropolis m'a suivi dans ce désir, de réunir en intégrale tout mon travail autour du cyclisme. Eh bien, ça fait un beau cadeau de Voilà. Noël. Emmanuel, je voudrais vous faire écouter l'un de vos anciens élèves. Alors, peut-être vous l'avez eu, Christian Lax, je ne sais pas. En tout cas, c'est un ancien élève de l'école. Il est assez atypique, comme j'ai l'impression beaucoup le sont chez vous. Il est illustrateur, mais il s'aventure aussi sur un autre terrain qui est bien moins classique que le papier, puisqu'il s'agit de la peau. Il s'appelle Jean-Luc Navette. Il est l'un des tatoueurs stars, on peut le dire, je crois, en France aujourd'hui. Du papier à la peau, il nous explique que ça a été une drôle d'aventure. C'est vrai qu'au début, c'était pas forcément très logique de faire de l'illustration sur de la peau. On restait encore dans le tatouage assez de commandes, donc avec 4 ou 5 grandes familles de tatouages. Et puis l'illustration dans le tatouage, c'est venu un petit peu après, avec des gens comme Yann Black à Paris qui ont un petit peu ouvert la voie et qui nous ont dit, mais vous voyez, on peut faire aussi de l'illustration sans rester forcément dans des sujets qui sont communs à tous les tatoueurs. Donc c'est vrai que ça a été un peu le déclic. Je me suis dit, c'est peut-être possible de partir dans les mêmes recherches graphiques, mais de l'adapter au tatouage. Donc après, ça a été un petit chemin parallèle pendant quelques années, d'essayer de chercher des réponses en illustration et en tatouage. Et puis celles que je trouvais dans une catégorie ou dans l'autre, ça me permettait de faire le pont assez facilement. Et si Emmanuel Perrier vous demandait de venir parler de votre travail, vous l'avez déjà fait ou pas encore ? Non, à Émile Cole, je suis jamais intervenu encore, mais avec plaisir. Ouais, c'est toujours une bonne expérience de parler de son boulot. Après. Alors, Emmanuel Perrier, c'est vrai que c'est un parcours atypique. Je sais que vous le citez Oui, parfois en exemple. Ah oui, absolument. On l'a dit tout à l'heure, une fois que vous savez dessiner, une fois que vous savez représenter le monde, que vous savez inventer des histoires, des personnages, etc., tous les supports sont bons, si je puis dire. Le support de la peau est effectivement un support. Alors, je voudrais qu'on voit quelques-unes de ces réalisations. On les voit, elles sont absolument... C'est extraordinaire, parce que c'est de l'illustration. Oui, tout à fait. C'est de l'art sur peau, absolument. On parlait l'année dernière beaucoup à nos étudiants de Gustave Doré. On en est très proche. On n'est pas si loin de ça. Et non, vraiment, ce que je vois là, effectivement, correspond complètement à ce que l'on veut effectivement proposer à nos élèves, et surtout un moyen pour eux de sortir de l'école. On parlait tout à l'heure de la BD, et c'est pas facile. Eh bien, voilà, un complément. Faut être aventurier, faut être iconoclaste. Je crois faut bien, sortir des sentiers battus. Il faut sortir voilà, exactement. C'est sûr que si vous restez chez vous, vous attendez que le téléphone sonne, et il y a peu de chances que ça marche. On est bien d'accord. Alors, iconoclaste et imaginatif, celui qui va nous rejoindre maintenant, évidemment aussi. C'est grâce à lui, entre autres, que les murs, d'abord de Lyon, il y a plusieurs années maintenant, et puis ceux les murs des villes du monde entier se sont mis à parler en couleur et en forme. Gilbert Couden, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez cofondé, vous étiez plusieurs en 78, à Oulin, à côté de Lyon, ce qu'on appelait la Cité de la Création, puis qui est devenue Cité Création tout court. En un seul mot, voilà. Vous êtes le leader mondial des murs peints, c'est quand même pas rien. Alors, vous avez un enfant ensemble, si j'ose dire, avec Emmanuel Perrier, puisque c'est vraiment qui nous l'apprend quand même. Donc, l'école Émile Cole et Cité Création ont donné naissance il y a un petit peu plus d'un an, tout juste, à École Cité. Expliquez-moi ce que c'est. École Cité, la partie école ECHOL. C'est Émile Cole. École Émile Cole, effectivement. Et puis Cité, c'est Cité de Cité Création. Et on a pensé que réunir les deux, ça pouvait amener les fondamentaux et le dessin, notamment entre autres par Émile Cole, et puis le métier. Donc une entreprise, Cité Création, coopérative, mais entreprise, et une école, une très grande école prestigieuse, qui se regroupait et qui allait former des artisans peintres muralistes. Donc la première promotion, si j'ose dire, est entrée l'an dernier, c'est ça, en septembre 2012. Donc de septembre 2012, D'accord. Effectivement. Et donc là, ils arrivent, c'est une formation qui dure 3 ans, et ils sont dans leur 2e année de formation sur les 3 ans. Donc ils ont encore un an à faire dans l'école, et ils sortiront diplômés, et j'espère les retrouver dans toutes les villes de France, dans tous les pays du monde, pour essayer de repeindre ces villes qui sont parfois pas très agréables
Ça n'existe. Une formation comme ça, elle n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Hein. J'ai vu ça. Sur du volume comme les peintures murales monumentales, non, il n'y en a pas. Alors je le disais, vous avez un savoir-faire unique quand même, qui est reconnu maintenant dans le monde entier. Comment est-ce que vous expliquez les Lyonnais ont tous en tête le mur des Canuts, la fresque des Lyonnais, entre autres. Hein, je parle que vraiment des plus connus pour les Lyonnais. Comment est-ce que vous expliquez que partout dans le monde, parce que j'ai vu que les réactions étaient partout les mêmes, les gens s'approprient si vite vos créations, que ça entre tellement rapidement dans leur patrimoine personnel? Parce qu'on est parti du principe, mais on avait comme prof à l'époque un certain Philippe Rivière, qui est le même, dont vous venez de parler. Il était très jeune, nous on était un peu âgés lorsqu'on était aux Beaux-Arts. Et ensemble, on avait cette idée que les murs, c'est la peau des habitants. Vous voyez, juste après votre peau, la deuxième peau qui vous définit, c'est votre mur. Et que lorsque les gens étaient bien dans leur peau, ils ne se mutilaient pas. Et à l'inverse, que lorsqu'ils étaient fiers de leur mur, ils allaient les protéger et ils allaient être dans un environnement de fierté qui pouvait faire en sorte qu'ils le montrent et qu'ils le protègent. C'est ainsi que dans les cités d'habitation sociale où on travaille, la vie est transformée, mais réellement transformée, puisque les gens viennent visiter des HLM, donc ceux qui sont visités se disent « on n'habite pas n'importe où puisqu'on vient nous voir ». Mais si on n'habite pas n'importe où, on n'est pas n'importe qui. Et donc du coup, on rentre dans un mode de rapport de lien social tout aussi important en fait que ce qui est peint. Parmi les élèves qui sont aujourd'hui en cours de formation dans cette école citée, en quoi ils sont différents de ceux qui suivent le cursus simplement Émile Cole? C'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est les mêmes étudiants. Simplement, ils ont effectivement envie de s'exprimer par la suite quand ils seront dans le métier. Ils s'exprimeront sur une surface monumentale. Oui. Donc, c'est l'illustration monumentale avec des règles particulières. Hein. Attention, hein, c'est un vrai métier. Hein. La peinture murale, ça ne s'improvise pas. Mais les fondamentaux, et c'est pour ça que l'association entre l'école Émile Cole et Cité Création était maligne, si je puis dire, c'est que les fondamentaux, c'est le dessin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'observation, regarder, reproduire le réel pour apprendre les choses, les formes, les objets, les personnages, etc. Et puis ensuite, derrière, eh bien, évidemment, il faut faire appel à sa culture générale, à ses sensibilités artistiques, etc., pour ensuite imaginer des scènes, des images qui seront reproduites sur des murs, en ayant effectivement, ce que disait Gilbert, avec un lien fort avec les habitants qui vont habiter les quartiers où seront installées ces images. Donc finalement, à un moment donné que vous preniez, on parlait de BD, un auteur de bande dessinée qui raconte une histoire et qui doit faire passer, il doit expliciter quelque chose pour que le lecteur puisse comprendre quelque chose de son histoire. Il se passe exactement la même chose lorsque vous êtes sur une peinture murale. Là aussi, un message va passer, quelque chose va être dit. Et on est sur les mêmes, les processus en fait sont les mêmes. Gilbert Coudin, en 78, quand vous créez cette entreprise, est-ce que vous imaginiez qu'elle prendrait, qu'elle aurait le succès qu'elle a aujourd'hui, qu'elle prendrait l'ampleur qu'elle a, que vous iriez peindre partout dans le monde? Aujourd'hui, on en a fait 620 de monumentales comme ça dans le monde, de fresques. C'est vrai qu'à l'époque, on était extrêmement encouragé par les profs des Beaux-Arts qu'on venait de claquer la porte de manière assez violente. Et c'était l'époque du minimal art américain, vous savez. Oui. Nous, on a fait le maximal art croix-roussien. On était carrément à deux extrémités par rapport à ça. Et puis, on s'intéressait aux gens parce qu'on aimait les gens. Alors, on avait en face de nous toute une série de profs qui non seulement étaient pas très capables, déjà, c'est une première chose, mais en plus, ils n'aimaient pas les gens. Oui. C'était une sorte de ratatinement intellectuel. Donc nous, on est partis sur cet extérieur. C'est vrai qu'on ne pensait pas arriver à faire le tour du monde comme ça avec ce métier. En revanche, les règles qu'on a établies, elles sont toujours en place. La parité homme-femme en 78, ça faisait marrer tout le monde, tous ces fameux intellos là. Et on est toujours sur la parité homme-femme, 6 hommes, 6 femmes, sur les 12 du conseil d'administration, une co-gérance, un homme, une femme, des centres de charge dans la gérance, etc. Et c'était un peu provocateur à l'époque, et puis on s'aperçoit que ça a fonctionné. Quand vous allez peindre un mur à l'autre bout du monde, est-ce que l'histoire que vous mettez dans ce mur, est-ce que le processus est le même d'un bout à l'autre, ou est-ce qu'il y a des choses vraiment particulières? Il faut tenir compte de la culture, il faut avoir du temps. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne faut pas arriver avec sa propre science ou son propre savoir-faire. Il faut être aussi sur le savoir-être. Et savoir-être, ça veut dire s'inclure à l'intérieur d'un milieu,
et commencer par le comprendre, le vivre, voire même parfois rester longtemps, et au bout d'un moment faire ressurgir des éléments qui vont faire que la greffe, la peinture murale, qui est une greffe en fait, elle prenne. Et pour qu'elle prenne, il faut quand même être vraiment dans le corps même de l'endroit où elle va être apposée. J'ai envie de dire, c'est presque l'un des plus vieux métiers du monde. C'est le plus vieux métier du monde. Celui-là, on en est sûr. Voilà, vos prédécesseurs, ils étaient à Lascaux ou à la Grotte Chauvet. C'est le plus vieux métier du monde. Alors, évidemment, d'autres pensent que c'est un autre. Mais il n'y a pas de trace de l'autre. De celui-ci, il y a une trace. Nous, elles ont 33 000 ans. Elles sont ici, à la Grotte Chauvet, à quelques encablures en Ardèche. Hein, et elles ont 33 000 ans. Mais là, il y a des traces extraordinaires. Quand l'espace de restitution va sortir, vous allez voir, il y a 450 peintures qui sont prodigieuses. Alors, on parle aussi beaucoup d'une sorte, enfin tout le temps, hein, de la crise et de la crise d'imagination et de la crise de modèles en France. Moi, je trouve un peu que votre initiative, votre entreprise à vous, votre école, et puis surtout le fait d'avoir marié les deux, vous avez la sensation de créer un modèle aujourd'hui qui peut sans doute créer des emplois. Alors ça, vous imaginez, aujourd'hui, c'est juste, ce serait très hypocrite d'envoyer des gamins comme ça, je dis, c'est gentil, hein, quand je dis gamins, ce sont nos étudiants, de les envoyer en leur disant, vous allez voir, ça va être formidable, et puis derrière, pas de débouchés, bien sûr que... Non, je voulais dire par là, est-ce que vous avez la sensation que vous y allez et vous faites ça parce que vous avez de l'énergie, c'est des énergies personnelles que vous mettez là-dedans. Est-ce que vous êtes soutenu par pouvoirs publics, par rien du tout? C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a effectivement un certain territoire qui nous aide. Hein. La région Rhône-Alpes, nous concernant, nous aide. La métropole de Lyon, Lyon Métropole nous aide aussi. C'est plutôt au-delà. Dès qu'on passe des étapes au-dessus, ça devient plus compliqué. Nous concernant, hein, j'entends. Mais en revanche, c'est sûr que il y a beaucoup d'emplois. Il y a de l'emploi dans le monde entier dans notre métier. Et il y a de plus en plus de villes, donc de plus en plus de problèmes. Et malheureusement, de moins en moins de professionnels. Donc effectivement, ça fait des débouchés. Ça fait des débouchés, effectivement. Pour vos étudiants. Absolument. Alors, le temps passe vite, on est en pleine fête des Lumières. Vous avez créé ensemble un projet pour cette édition-là qui concerne la fresque des Lyonnais, une de celles qui est la plus connue dans Lyon. Je voudrais qu'on en regarde quelques images, et puisqu'après tout c'est votre projet, expliquez-moi. Alors là, on veut aussi montrer que la peinture murale, donc cet élément de dessin vertical, peut avoir des formes différentes. Et avec toute la bande de Lascar là, qui sortent avec un talent énorme de l'école Émile Cohl, on a envie de travailler sur de la recherche. Et là, on voit que dans ce genre d'éléments dessinés, hein, pour beaucoup, il y a toutes sortes enfin, les gens verront toutes sortes de mise en place du dessin. Il y a la 2D, il y a la 3D, il y a le dessin réinclus dans le film. Et voilà, c'est très, très enthousiasmant. Vous avez d'autres projets encore ensemble ? On a déjà le projet d'aller au bout de ce qu'on est en train de faire. Alors, par rapport en tout cas avec École Cité, oui, c'est mettre en place une école, une pédagogie. Hein, ça se fait pas en claquant dans les doigts parce qu'on a une idée. Et bon, donc c'est compliqué, mais bon, on travaille tous les jours et c'est complexe. Après, l'école Émile Cohl, oui, elle a des projets, effectivement, de beaux projets d'ailleurs. D'abord, on a le projet, puisque nos deux écoles, donc nous sommes plutôt à côté de la Pardieu, École Cité se trouve à Oulin, donc on aimerait bien rassembler ces deux écoles. Alors vous avez fait d'abord un enfant, vous allez habiter ensemble. Eh bien voilà, on va... Alors je crois que on arrive presque à midi, donc il va falloir laisser la place à l'info. Oui. C'est les projets de l'école Émile Cohl. Je pense que c'est Olivier qui va vous en parler dans quelques minutes. Merci beaucoup Gilbert Cuden. Donc je le disais, il est quasiment midi, on va s'interrompre le temps de faire le point sur l'info régionale et puis on se retrouve juste après, donc pour la deuxième partie de La Voix est libre avec vous, Emmanuel Perrier, avec les questions affûtées évidemment d'Olivier, qui nous rejoindra pour la seconde partie. Pour le Flash Info, eh bien je crois que c'est Julien Sauvadon. Bonjour Julien.